Salut à tous, merci de nous rejoindre sur Sport FM à l'heure de votre émission Plateau Foot Europe, au menu du numéro 476. Les majeurs passés au peigne fin, City se relance en première ligue anglaise. Manchester United prolonge Mourinho, Alexis Sanchez est raid avec l'étiquette du joueur le mieux payé du royaume. La Casablanca en feu, Zidane sans repère. La faute à Leganés qui élimine le Real en Copa del Rey en quart de finale retour. Napoli, le Bayern et le Paris Saint-Germain toujours leaders de leur championnat. La Ligue des Nations, une nouvelle compétition créée par l'UEFA. Que comprendre à travers cette nouvelle compétition? Les spécialistes nous éclairent dans le débat, bien sûr. Termes sportifs et top 3 africains pour boucler le tout. L'équipe des spécialistes est bien présente autour de moi dans ce studio Messanyamé. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous vous portez? Mais on rend grâce, tout va bien. On est prêt pour le... Comme d'habitude. Ouais. À votre droite, lui, il s'appelle Ezequiel Ayataï, c'est le patron de la Serie A italienne. Bonjour Ezequiel. Bonjour Angelo, bonjour à tous et c'est toujours un plaisir d'être là les vendredis matins. Alors, tu es en couleur de Napoli, c'est ça? Bleu-blanc? Oui. Bleu-blanc, ça marche. Elle n'était pas des nôtres la dernière fois, mais nous sommes très ravis de la retrouver ce matin. Fifia Sogbavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je salue tous les auditrices. Comment vous vous portez? En pleine forme. En pleine forme, hein. Très très content. Malgré la défaite du Paris Saint-Germain. Ah oui, justement, on va en parler tout à l'heure. Mr. Amel Waba, good morning. How are you? I'm good. En forme? Très en forme. Pour la première ligue anglaise? Bien sûr. Comme un certain? Sterling. Ah oui, je sais que vous aimez ce joueur. Roméo Yetor est out pour aujourd'hui et l'homme à devant lui, il est bien présent pour la réalisation de la vidéo de cette émission que vous pouvez suivre sur le www.radiosportfmtg.com. Et pour invité exceptionnel pour ce numéro 476, nous serons en ligne avec Annie Gasnier, la présentatrice vedette de l'émission Radio Foot International, que vous connaissez très bien, cher spécialiste. Nous allons parler avec elle de beaucoup de sujets. Mise en nom de cette émission, Anas PM, présentation Angelo Folikwe. Plateau Foot Europe, le chrono est ouvert. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous ouvrons ce numéro 476 avec la Ligue 1, une fois n'est pas coutume. Nous parlons de ce gros match entre l'Olympique Lyonnais et c'était au Groupama Stadium face au Paris Saint-Germain. C'était un gros match, beaucoup de bons buts, de magnifiques actions. De trois beaux buts. Dans cette rencontre-là, et au finish, c'est la victoire de Lyon 2-1 sur le Paris Saint-Germain. Et ça fait la deuxième défaite du Paris Saint-Germain au cours de la saison. Mais ça fait trois défaites pour toute la saison. Maintenant, pour la Ligue 1, voilà. Pour la Ligue 1, ça fait 2 défaites pour le Paris Saint-Germain. Alors, ce Paris, petit dans les grands rendez-vous? Sur ce match, Paris a encore une fois montré qu'il n'est pas présent au cours des grands matchs. On se souvient du match face à Marseille. Oui. Paris a fini ce match-là à 10 contre 11, même si Paris à 10 contre 11 a réussi à égaliser. On a vu beaucoup de nervosité face à Marseille de Neymar qui n'arrivait pas dans le jeu, qui n'arrivait pas à produire du jeu au cours de la rencontre et qui s'est beaucoup énervé, qui a pris un carton rouge vers la fin de la partie. On a encore vu la même chose la dernière fois face à Lyon. Beaucoup de nervosité, surtout avec Dani Alves qui aussi ne s'est pas retrouvé dans cette rencontre-là, qui était un peu absent défensivement et qui ne se retrouvait pas et qui finalement s'est énervé. On a vu ce qu'il a fait à l'arbitre et il a encore lui pris un carton rouge qui a véritablement dérangé son équipe, qui n'a pas puisqu'il a pris le carton rouge très tôt, dès le début de la deuxième partie. Et on a vu comment le Paris Saint-Germain après a fini par craquer dans les arrêts de jeu sur ce deuxième but de Memphis Depay. Voilà. Franck Nounyama, Paris, difficile, on peut dire souvent, des matchs difficiles face à des équipes qui ont envie de jouer. Oui, vous savez que Paris, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le club qui domine la Ligue 1, conformément. Souvent, on est même tenté de dire que le Paris Saint-Germain à part et les autres également à part. Au match aller, Lyon a été corrigé. Donc, sur ce match retour, les Rodaniens avaient envie quand même de relever le défi, de jouer. Et ça a bien commencé avec ce superbe coup franc. Ah oui, magnifique. Fekir, dès la 3e minute de jeu. Areola était trop avancé, il est battu. Donc, égalisation extrêmement... Et quelle égalisation, Franck Nounyama. Ça va, c'est
extrêmement joli. On a envie de voir des buts comme ça dans le championnat. Et à la fin, Memphis Depay qui sort. Une frappe venue d'ailleurs pour tromper encore une fois Alphonse Areola. Donc on va une dire erreur que... quand même. Au départ, il y avait une erreur d'appréciation bien de M. Turpin d'Areola. Non, de Kurzawa. Qui n'a pas défendu sur le joueur, on va dire. Donc je pense qu'il a eu le temps de frapper et ça a été vraiment une frappe chirurgicale. Areola ne pouvait rien. Donc on ne va pas dire que Lyon a volé cette victoire. Ils ont joué, ils ont cru en leur chance ce jour-là. Donc ça a payé. Donc Paris qui tombe. Il fallait que ça arrive. Donc, ça montre encore une fois qu'il y a encore quelques lacunes à corriger au niveau du Paris Saint-Germain. Et Ezekiel, Paris Saint-Germain avec sans Neymar, est-ce que on doit avoir cet argument en parlant que Paris est souvent moins fort quand Neymar n'est pas là? Vous gardez le micro, on va prendre la direction de Paris, bien sûr, la capitale de la France, pour retrouver Annie Gasnier. Hola Annie, bonjour. Bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous vous portez? Indirectement, oui. Un peu en écho. Merci de nous rejoindre dans l'émission Plateau Foot Europe. Nous sommes en studio, nous allons vous passer la parole tout à l'heure, mais la première question à l'une des spécialistes de cette émission, c'est une dame également, elle s'appelle Fifi. Fifi, une question pour Annie. Salut Annie. Allô, bonjour. Bonjour, heureuse de vous entendre. Ma question est la suivante. Quand on voit aujourd'hui la forme du Real Madrid, on se demande si le Paris Saint-Germain, j'aimerais bien vous demander si le Paris Saint-Germain est quand même capable, pourra éliminer ce Real-là en Ligue des Champions. Écoutez, c'est la question qu'on se pose tous ici à Paris et qu'on pose régulièrement dans Radio Foot International. Les choses évoluant d'une manière finalement assez peu linéaire, parce que chaque club a ses mauvais moments et ses très mauvais moments, on va dire, pour le Real. Ouais. Mais on sait que ces joueurs aussi se subliment quand il s'agit de Ligue des Champions. Donc je pense que Michel Deluiseau, un grand expert, nous disait lundi dans Radio Foot, un match, c'est la vérité du moment. Donc je pense que la vérité, ça sera autour du 14 février lorsqu'il y aura le match aller. Alors, on va également laisser la parole à un autre spécialiste de cette émission. Lui s'appelle Franck. C'est le patron de la Bundesliga. À vous, Franck. Annie, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui. Bien. Alors, ma question se rapporte à cette journée internationale du sport féminin. C'était le 24 janvier dernier. On parle de sous-médiatisation des activités sportives au niveau des dames. Qu'en dites-vous? Excusez-moi, j'entends très mal, j'ai un très mauvais retour, donc j'ai pas entendu la question, excusez-moi. Je vais la reposer. Je parle de la journée internationale du sport féminin. C'est bon? Oui, là je vous entends. Voilà, et pour cette journée, on a parlé de sous-médiatisation du sport féminin. Vous, en tant que femme, que dites-vous? Je ne peux être que d'accord, parce que effectivement, quand les compétitions sont finalement très différentes, même si ça peut être la même catégorie. Je pense au football, évidemment, où on n'a pas du tout le même genre de match, le même genre d'enjeu, le même genre aussi de mobilisation des supporters. Donc finalement, les médias sont le reflet de tout cela. Et par exemple, dans Radio Foot International, c'est vrai que on arrive à parler de Lyon ou de Paris quand ils abordent la Ligue des champions européennes, donc avec d'autres clubs essentiellement allemands ou anglais, mais on ne suit pas au quotidien la Ligue 1 de football féminin comme on suit celle de masculin, où il y a plus d'enjeux, plus de théâtralité, plus d'argent aussi, c'est clair. Alors, on va également écouter la voix de Ezekiel. Lui, il patronne souvent la Serie A italienne. Ezekiel. Bonjour Annie. Bonjour Ezekiel. Voilà, alors aujourd'hui le Paris Saint-Germain est souverain à domicile, mais on remarque que les 9 défaites concédées par le PSG depuis l'arrivée de Unai Emery sont toutes à l'extérieur. Comment ça s'explique?
Ça s'explique parce que peut-être que en dehors de leur beau parc et de l'ambiance plus ou moins d'ailleurs très excitante dans les Parisiens se déplacent peut-être assez mal, se déplacent mal dans des stades où il y a beaucoup plus de ferveur. Je pense à OM PSG au mois d'octobre dernier. Je pense aussi quand ils vont vers Strasbourg. On sait que cette équipe qui est de retour en Ligue 1 a un excellentissime public et une belle ambiance dans son stade de la Méno. Donc peut-être qu'ils sont sensibles à ça, peut-être aussi que finalement le Paris Saint-Germain parfois a une certaine démobilisation et en fait une surmobilisation par rapport à l'enjeu devant son public des équipes adverses. Merci beaucoup. On va rester toujours avec vous et cette fois-ci, on va passer la parole à un autre spécialiste. Lui, il chapeaute la première ligue anglaise. Armel, c'est à vous. Bonjour Annie. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Ma question, elle va porter sur Neymar, plus précisément. On sait que le joueur actuellement peut-être n'est pas très à l'aise là-bas en France. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le joueur brésilien, effectivement, peut-être se retrouvera la saison prochaine chez le Real Madrid? Écoutez, je pense que ça, c'est beaucoup une supputation de certains journaux, et notamment, on parle beaucoup de la presse espagnole, de la presse madrilène, qui peut-être anime une sorte de campagne de déstabilisation par rapport au Paris Saint-Germain qui rencontrera le Real bientôt. Donc, ces rumeurs, est-ce qu'il irait au Real ou pas? C'est sûr que là-bas, il serait une star complètement différente de celle du Paris Saint-Germain au niveau mondial. Maintenant, ici en France, c'est la star. Les gens se déplacent. Quand le Paris Saint-Germain joue en dehors de son stade, eh bien, c'est plein. Il y a beaucoup de gens qui veulent le voir. Alors, c'est vrai qu'il a certains états d'âme il est arrivé, peut-être avec dans son contrat, on ne connaît pas tous les petits détails, le statut de numéro 1. On connaît évidemment les histoires des pénaltys et tout ça. Ouais. Peut-être qu'il ne se sent pas traité à la hauteur de son succès. Peut-être qu'on le saura aussi très vite, si il ne gagne pas, s'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions là, est-ce qu'il aura envie d'attendre l'année prochaine une autre expérience? Je pense que de toute façon, ce sont des histoires malheureusement qui finissent par être des histoires d'argent et qui feront la différence si le Paris Saint-Germain veut le conserver la saison prochaine ou s'il veut partir. D'accord. Il y a également une autre question sur Neymar, une avant-dernière question avant de vous laisser partir, Annie. Oui, Annie, au niveau du PSG, on remarque qu'il y a un souci où le PSG est moins performant en l'absence de Neymar ou encore de Mbappé, alors que le PSG a un effectif, disons, pléthorique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci de casting? Je me souviens que quand Neymar est arrivé à la mi-août, on était tous bluffés et tous enchantés de le voir débarquer ici, et on se disait avec ça le Paris Saint-Germain est tranquille. Et puis quand on a vu arriver Mbappé et qu'on les voit tous les deux sur le terrain, on a vraiment l'impression d'une énorme complémentarité spontanée entre ces deux joueurs qui ont un talent exceptionnel et qui ont l'air de se comprendre parfaitement sur un terrain même s'ils n'avaient jamais joué ensemble. Donc je pense que c'est la plus grande force du Paris Saint-Germain, même si évidemment avec Cavani, avec d'autres joueurs, ça augmente encore plus leur force. Ce qui fait qu'effectivement, quand ils enregistrent des défaites, c'est des jours aussi où Neymar n'est pas là et où peut-être Mbappé est moins bien, ou peut-être Mbappé est moins bien servi. Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'on enregistre ces défaites du Paris Saint-Germain. Alors Annie, il y a cette question également qui brûle beaucoup de lèvres et qui fait couler beaucoup d'encre du côté de l'Hexagone. C'est le cas Zinedine Zidane au Real Madrid. Oui, comment est-ce que vous comprenez quand même la situation que l'entraîneur français est en train de traverser du côté de la Casablanca? Écoutez, on en a beaucoup parlé dans Radio. On a eu des petits soucis avec la ligne et... Alors, Anna s'est bien débrouillée. Nous retrouvons notre consoeur et grande dame Annie Gasnier en direct de Paris. Annie, nous parlions du cas Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Annie? Vous invitez donc dans Radio Foot International. Allô? Oui, c'est bon, nous vous écoutons. Vous m'entendez? Oui. D'accord.
Excusez-moi. Donc, je disais hier ce qu'on disait dans Radio Foot International, c'est que sans doute Zidane avait fait une erreur majeure, et en cela suivi par la direction du club, c'est de ne pas recruter au cours de l'été, alors qu'il avait des joueurs qui étaient déjà, on dirait, pas mal. Alors, on sait que les compétiteurs ne le sont jamais, mais rassasiés quand même de tous ces trophées qu'ils ont pu gagner et de tous ces efforts qu'ils ont fournis tous ensemble, peut-être qu'il y a un essoufflement dans les têtes plutôt que dans le talent. Évidemment, ça va ensemble et il ne s'exprime pas sur une pelouse en ce moment. Il y a des erreurs de coaching de Zidane qui sont mises en évidence. En général, quand il fait rentrer des joueurs, c'est des mauvais choix, ils se prennent un but ou ils n'arrivent pas à faire la différence. Et puis peut-être que, alors ça c'est ce que disait Nabil Djellit, ils ont fait l'erreur de l'été en ne recrutant pas justement Mbappé qui était prêt à y aller. Alors peut-être pour des histoires de fair play financier, peut-être parce que ils voulaient pas non plus froisser les stars qui forcément auraient pu être obligés de s'effacer devant ce jeune talent. En tout cas, nous tenons à vous dire un grand merci, Annie, pour votre disponibilité malgré votre agenda très très chargé. On se dit obrigado, Annie. Obrigado à vous tous. Et oui, bon passé au Brésil. On va se mettre à préparer le café des sports du jour. Vivement. On s'attend toujours à quelques petites phrases de Rémi, quelques petits proverbes aussi. Donc, justement, on va se préparer. En tout cas, bonne année 2018 à toute votre équipe et également nous vous suivons. Nous suivons très très fidèlement ici à Lomé et partout en Afrique. Merci beaucoup et puis une très belle année 2018 à vous aussi. Merci Annie, adios, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous étions en direct avec Annie Gastinier, la présentatrice vedette de l'émission Radio Foot International. Et nous continuons dans cette émission Plateau Foot Europe. Nous parlons d'une autre équipe qui a gagné également lors de la 22e journée. C'est l'AS Monaco qui gagne 3-1 face à Metz de Mathieu Canivido-Séville. Oui, Metz, Monaco qui gagne 3-1 à domicile. Oui. Et ça sonne le coup d'arrêt pour Metz qui n'a plus perdu depuis quelques journées. Oui. Et voilà, qui sortait même d'une victoire avant cette rencontre. Et malheureusement pour notre compatriote, il n'a fait que 10 minutes sur le terrain. Un coup dur pour Metz. Un coup dur pour Metz parce que c'était pour le Togo. Voilà, pour le Togo. Même je crois qu'il va se... On parle de 3-4 semaines d'absence, c'est ça? D'absence, oui, voilà. Donc il va vite se remettre. Mais c'est un coup dur pour Metz parce que c'est l'un des hommes forts du passeur décisif pratiquement à tous les matchs. Buteur même avant ce match-là. Donc, et c'est un peu difficile pour Metz qui revenait, mais qui est encore très loin de son objectif, puisque Metz est dernier, toujours dernier, avec 15 points, 5 points, à 5 points de Toulouse, qui est tout juste devant. Et Fifi, Marseille également qui va bien. Marseille qui va bien, Marseille qui ne perd plus, Marseille qui a gagné en déplacement vendredi, c'était vendredi dernier, face à Caen, 0 but contre 2 buts inscrits par Payet et Thauvin. Oui, le duo gagnant de l'Olympique de Marseille. Et toujours pas de Mitroglou. Maintenant, je crois que c'est pratiquement fini parce que dans cette rencontre-là, pour Mitroglou. Oui, parce que dans cette rencontre-là, on disait ici que Clayton Ndiaye méritait d'être titulaire ou bien même si vous le pensez aussi? Je le pensais, je l'ai même dit. Et dans cette rencontre, on a vu que Ndiaye, même s'il n'a pas marqué, il a débuté cette rencontre face à Caen et il n'a pas été ridicule en tout cas dans cette rencontre. Et ils ont compris que Mitroglou franchement ne faisait pas la Et l'entraîneur qui fait du bien à cette formation de Marseille, c'est Rudy Garcia. Un autre qui a été limogé, c'est Pascal Duprat suite à la défaite face à Montpellier. À Montpellier, il a été limogé. Limogé, viré ou accord à l'amiable? Ils ont parlé d'accord. Tantôt on a parlé d'accord, tantôt on parle de limogeage, on ne sait pas trop. Mais de toutes les façons, Duprat n'est plus à la tête. Voilà, de Toulouse. Duprat et Olivier Sardan, je pense, se sont mis d'accord, où ils ont trouvé un accord, on dira. Donc Duprat n'est plus à la tête de cette équipe, les mauvais résultats de Toulouse. Mais il avait fait tellement de bien à cette formation, le TFC. Oui, mais malheureusement... On se rappelle de la saison dernière. Exactement. Le TFC a pu rester en Ligue 1 à la dernière journée. La méthode Duprat a fait son effet. A fait son effet. Il était en tout cas le héros. Mais quelques mois après, voilà. C'est ça. Surtout,
même dans la foulée, on comprend que c'est pas du poids, puisque Toulouse a été également éliminé en Coupe de France. Donc c'est pas lui. Non, il y a un souci au sein de la maison qu'il va falloir régler. C'est l'entraîneur, forcément. Voilà. On va s'intéresser au classement, Fifia Sogabi. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu des Verts qui se renforcent? Ils ont fait venir Yann Mvila, ils ont fait venir l'ancienne de l'équipe de France, l'ancien international français. Et puis la dernière fois, c'est Neven Subotic, l'ancien de Borussia Dortmund. C'est arrivé pour 18 mois. C'est un bon coup. L'équipe se renforce, c'est un bon coup parce que c'est un bon défenseur en tout cas. Mais a perdu quand même. Oui. Seulement en Ligue 1, mais également en Coupe de France. Peut-être sur les derniers matchs, jusqu'à la fin de la saison. Les deux n'ont pas encore joué. Si on arrive à intégrer ces joueurs, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Ils vont assurer peut-être le maintien. Vivement. La Saint-Etienne, le Vert. Il y a quand même d'autres matchs. Allez-y rapidement. C'est la défaite de Nantes à domicile face à Bordeaux. 0 but contre 1, voilà. Et c'est ça, je crois que c'est mauvais pour Nantes, parce que ça fait un moment que Nantes, c'est vrai, face à Paris, Nantes avait perdu. Mais Nantes a l'habitude de gagner quand même ces matchs à domicile. Elle est restée solide 5e de la Ligue 1, mais perd quand même sur ce coup-là. Amiens qui gagne 3 buts à 1. Montpellier aussi qui a battu Toulouse 2 buts à 1. Rennes qui a dominé Angers 1-0. Strasbourg qui a dominé Dijon 3 buts à 2. 3 qui a gagné face à Lille 1 but à 0. Et puis on parlait tout à l'heure du match de Saint-Etienne et Nice qui a battu Saint-Etienne 1 but à 0. Au classement, on retrouve le PSG toujours en tête maintenant, avec seulement 8 points de plus que Lyon qui est deuxième. L'écart se rétrécit. Voilà. Le PSG a 56 points, Lyon a 48 points. Marseille suit immédiatement 47 points. Et Monaco 46 points, et puis Nantes 5e avec 34 points. En bas du classement, on retrouve Angers 22 points, Lille 22 points, Toulouse 20 points, et puis le FC Metz 15 points. Et au classement des meilleurs buteurs, il y a Edison Cavani avec... qui n'a pas encore battu le record de Zlatan. Hein. Il lui manque un but, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un pénalty. Le pénalty. Il a un but. Oui, il a égalé. Il a égalé le record, mais il l'a pas encore battu. C'est ça? Puisque depuis, il n'a plus encore marqué. La dernière fois, il n'a pas marqué. Neymar a refusé. Oui, Fifi. Edison Cavani, 20 buts, dont 2 pénaltys. Nabil Fekir, 16 buts, deuxième avec 2 pénaltys également. Fakao, 16 buts avec 3 pénaltys. Neymar, 15 buts avec 3 pénaltys. Et puis Mariano Diaz, 13 buts avec 1 pénalty. La prochaine journée, c'est à partir de ce soir. Dijon reçoit Rennes. Demain, Paris Saint-Germain reçoit Montpellier. Ça devrait passer. Hein. Montpellier, c'est quand même la meilleure défense de la Ligue 1. Montpellier face à la meilleure attaque. Face à la meilleure attaque, et Paris qui a l'habitude de prendre des buts également, on l'a vu encore la dernière fois. Face à Guingamp, ça devrait passer, Fifi. Oui, au Parc, on n'a pas encore perdu. Paris n'a pas encore perdu cette saison, donc on espère que ça va passer. Angers joue Amiens, Guingamp reçoit Nantes, FC Metz reçoit Nice, Saint-Etienne joue Caen, Toulouse joue 3 dimanche, Lille reçoit Strasbourg, Bordeaux joue Lyon, et puis il y a le grand match du dimanche entre Marseille 3e avec 47 points et Monaco 4e avec 46 points. Un malheur au vaincu, parce que si l'ASM s'impose, elle passe devant l'Olympique de Marseille, ou sous c'est Marseille qui gagne, les Phocéens vont conforter leur 3e place. Même eux peuvent dépasser Lyon en cas de défaite de Lyon. Ça c'est vrai. Lyon joue face à Bordeaux. C'est peu probable. C'est peu probable. on parle sous votre contrôle. Voilà, la spécialiste de la Ligue Conforama. Mille merci, Sa Majesté Fifia Sogabi. Et cette fois-ci, on va aller dans le pays où le football rime avec les spaghettis. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Et nous parlons du Tutto Calcio avec ce gros match du côté de l'Italie entre l'Inter Milan et l'AS Roma. Oui, c'était le gros match de cette 21e journée. Le match au sommet, donc, qui n'a pas connu de vainqueur, puisqu'à l'arrivée, il y a eu un nul d'un but partout. Nul logique, Ézéchiel ? Oui, je pense, nul logique. Mais c'est l'Inter
qui en ce moment ne va pas bien, parce que ça fait plusieurs journées que l'Inter a du mal à gagner et perd du terrain sur la tête, le wagon de tête, à savoir la Juve et le Napoli. Exact. Donc encore dans ce match, l'Inter à domicile a été contraint au partage des points par la Roma. La Roma moins bien également. Donc ce sont deux équipes un peu dans le doute dans ce match. Et sur le terrain, disons que le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous. C'était pas un match de très grande facture. Donc je pense que ce nul d'un but partout est mérité. Vous n'étiez pas très enthousiaste. Non, on aurait souhaité mieux dans ce match-là, parce que c'était pas des joueurs de qualité qui manquaient sur la pelouse. Donc moi personnellement, je suis Icardi, El Shaarawy et tous les autres. Nombreux. Les Dzeko et tous les autres. Mais moi, je suis un peu resté sur ma faim. Et il y a un autre match. La Juve a-t-elle gagné? Oui, la Juve, grâce à Douglas Costa, a battu le Genoa 1-0. Il fallait le faire, puisque avant ce match de la Juve, le Napoli avait dominé l'Atalanta Bergame en déplacement 1-0 grâce à Dries Mertens. Donc il fallait gagner du côté. Est-ce qu'il y a un lien entre Dries et Elise Mertens? Elise Mertens, Franck, ce sont tous deux des Belges, donc peut-être c'est la famille qui sait. Donc comme le Napoli avait gagné, fallait également s'imposer du côté de la Juve pour suivre le rythme, puisque la Juve n'est qu'à un petit point du Napoli, donc faut pas laisser le Napoli filer. Et Douglas Costa a eu la recette pour permettre à la Juve de rester dans la course du Napoli, de talonner de très près ce Napoli. Des nouvelles du Milan, Ezekiel? Oui, le Milan va mieux. Le Milan va mieux, beaucoup mieux on dira, puisque le Milan a encore gagné. Victoire des Rossoneri en déplacement à Cagliari, 2-1 grâce à un doublé de Franck Kessié. L'Ivoirien qui a donc permis au Milan AC de gagner. On parlera également de la Lazio qui a eu raison du Chievo, 5-1. C'était le gros score de ce week-end-là. À noter qu'il y a eu un doublé de Milinkovic-Savic. Qui a donc permis à la Lazio de battre le Chievo 5-1. Et c'est une victoire une victoire importantissime, j'allais dire, importante pour la Lazio, puisque la Lazio passe devant l'Inter au classement. On parlera également de la Samp qui a été corrigée par Quagliarella, il a été auteur d'un triplé et la Samp a battu la Fiorentina 3-1. Donc Quagliarella 3 et Fiorentina 1. Autre score de 3 buts encaissés, c'est le Hellas Vérone qui à domicile a coulé devant Crotone dans le duel des mal classés. 3-0 donc pour Crotone. Et puis Sassuolo et Torino ont fait un match nul d'un but partout. Et au classement? Oui, la meilleure attaque... reste la Lazio qui passe devant. Ça, c'est une surprise, Ezekiel. Grâce à ses 5 buts marqués, c'est la Lazio qui est maintenant la meilleure attaque avec 56 buts. Et puis la meilleure défense reste bien sûr le leader, le Napoli, 13 buts encaissés en 21 journées. Au classement, le Napoli leader naturel avec 54 points, suivi de la Juve à 53 points. La Lazio boucle le podium avec 46 points. L'Inter est juste au pied du podium, 4e avec 43 points, 41 points pour la Roma, 5e, la Samp 6e, 34, et le Milan AC qui gagne 2 places. Le Milan AC qui est désormais 7e avec 31 points, juste à 3 longueurs de la dernière place qualificative pour l'Europe. Et puis 10e le Torino qui boucle le top 10 donc avec 29 unités. Juste au-dessus de la zone rouge, Crotone 18 points, 17e. Et puis dans la zone rouge, on a Spal Ferrara, 16 points, 18e, 19e Hellas Vérone. Et puis 20e et bon dernier, Benevento, 7 points. Et au classement des buteurs, on a toujours en tête Ciro Immobile, 20 buts. Mauro Icardi, 18. Et puis Quagliarella qui monte sur le podium grâce à son triplé, 16 buts au compteur. Ezekiel, avant de passer à la prochaine journée, il semble que l'Inter est intéressé par Lucas Moura. Qu'est-ce que ça donne dans les dernières heures? C'est fait ou c'est pas fait?
c'est pas complètement fait, mais un accord a été trouvé entre. Il va quitter le Paris Saint-Germain? Oui, il doit normalement. Sinon, il mourra. Non, mais c'est vrai en plus, parce que Lucas Moura ne joue plus au Paris Saint-Germain. A-t-il joué déjà un match cette saison? Cette saison, il est déjà entré. Il est entré en jeu. En jeu, quelques minutes. Hein. Oui. Ah, voilà. Donc, il n'a eu qu'un bout de match avec le PSG cette saison. Donc, il va falloir partir, trouver du temps de jeu. Absolument. Et surtout que la Coupe du Monde arrive à grands pas. Voilà, et l'Inter qui ne va pas bien en ce moment a besoin de renfort. Maintenant, est-ce que c'est la bonne pioche? Est-ce que c'est le... Souci de casting? Est-ce que c'est le joueur qu'il faut? On attendra de voir. Mais il peut quand même apporter sa fougue à l'Inter Milan. Donc c'est un joueur qui a faim, qui a envie de jouer. Aussi, hein. Donc forcément que on attendra de voir ce qu'il pourra apporter à l'Inter Milan. Lucas Moura. La 22e journée nous propose? Oui, la 22e journée démarre demain samedi avec ce match entre Sassuolo et l'Atalanta Bergame. Le Chievo Vérone reçoit la Juve et puis dimanche les autres rencontres de cette... La Juve est peut-être en danger parce que le Chievo est un coupeur de tête. Hein. Oui, le Chievo à domicile est souvent insaisissable, donc attention à la vieille dame. Peut-être que le déplacement fatiguera la vieille dame, qui sait. Dimanche, les autres matchs de cette 22e journée, on aura l'Inter Milan en déplacement chez Spalferrara et puis le Napoli qui reçoit Bologne. On aura deux gros chocs pour cette 22e journée. Le Milan C qui reçoit la Lazio et puis la Roma qui accueille la Samp. À noter également Torino, Benevento, Crotone, Cagliari ou encore Fiorentina et Las Vegas. Grazie mille, Ezekiel Ayataï. On reviendra le vendredi prochain pour le décryptage de cette 22e journée de la Serie A italienne. Cette fois-ci, on prend la direction du pays où, oui, le président d'une région est à l'étranger. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et nous parlons de la Liga Espagnola avec, oui, le gros score, le score 7 du Real Madrid et juste derrière, la Casablanca qui se fait éliminer. Oui, le Real s'est imposé Franck Mouniama. Angelo, on en a plus besoin. On a tout entendu. Ça fait 7 buts à 1 face au Deportivo La Coruña à domicile. Le Real, en gagnant, s'est relancé, Franck Mouniama. Naturellement, on sait que cette équipe est en dedans depuis le début de la saison. Lorsqu'on voit un peu l'écart entre le Football Club Barcelone et le Real aujourd'hui, c'est ahurissant. Donc il fallait peut-être gagner pour se redonner, on va dire, une certaine confiance. Oui. Et 7-1, c'était quand même mérité lorsque vous voyez le match, doublé de Bale, doublé de Cristiano et de Nacho. Donc ça s'est bien passé sur ce match. Ils n'ont pas eu d'opposition en face finalement. Donc voilà, mais malheureusement derrière c'est le chaos avec cette élimination en Coupe du Roi. C'est difficile et ça craint pour Zinedine Zidane. Et je vous laisse commenter la une de Marca où on parle de Gesta et Brochorno, exploit et honte. Ah oui, justement, exploit et sur ce match 7-1 et puis derrière la honte avec cette élimination. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus s'expliquer ou bien on n'arrive plus à expliquer ce qui se passe. Annie Gastinet, dans quelques instants, ou bien il y a quelques minutes, parlait de relâchement inconscient, pas dans le talent. On l'a dit ici aussi, autour de ce plateau, parce qu'ils ont tellement gagné qu'à un moment donné, il y a un relâchement inconscient. Ils ne maîtrisent plus en fait ce qui se passe. Ils sont là, ils jouent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le talent, mais c'est une sorte de fatigue psychologique, mentale. Et collective. Collective qu'il faudra régler. Et jusqu'à maintenant, Zidane n'arrive pas à trouver la solution à cette situation compliquée. Et puis l'autre côté, c'est d'avoir refusé, comme l'a dit la consoeur il y a quelques minutes, de recruter à l'été, alors qu'ils ont fait partie des joueurs quand même assez importants. Quand on prenait James qui était un remplaçant en or, Pepe qui est parti également, donc Morata qui à chaque fois qu'il rentre marque quand même des buts. Donc aujourd'hui le Real souffre et si Zidane ne fait pas attention, au-delà du fait qu'il est prolongé jusqu'en 2020, Florentino, attention, dire monsieur, ça va. On va parler d'une autre une, celle de Sport, qui parle de sinistre total. Sinistre total.
Je pense que Zidane aujourd'hui, effectivement, avec toute son équipe, ils sont des sinistrés. Oui. Je ne sais pas d'eau ou de quoi, mais en tout cas... Oui, puisque le Real a coulé. Voilà. C'est une équipe au désarroi. Et pour la première fois, Zidane accuse ses joueurs. Moi, c'est ce qui m'a personnellement touché. Oui. Quand vous suivez son interview, il dit que les joueurs auraient peut-être pu donner mieux que ce qu'ils ont donné la dernière fois. Mais les joueurs qu'il a choisis, ne sont-ils pas bons pour lui avant de faire son choix? Bien sûr que c'est de bons joueurs. Même à leur poste, Modric, c'est l'un des meilleurs. Mais on a plusieurs fois évoqué la question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Maintenant, à un moment, il va falloir que Zidane tape du poing sur la table parce que ne serait-ce que par rapport à certains changements, on a l'impression que c'est des affinités qui ne s'expliquent pas, mais cela porte préjudice à son équipe. Donc, c'est à lui de se réveiller parce que le Real est un club malgré même les victoires ne vous garantissent pas que vous restez. Justement. Voilà. Et Fifi, avant de revenir à Ezekiel, rapidement, dites, est-ce que la prolongation de Zidane n'est pas un piège en soi? Moi, je trouve que c'est un piège. Moi, je me demande aujourd'hui si Zidane a vraiment le niveau de ce grand entraîneur qu'on pensait. Et qu'il n'a pas surfé vous jetez le pavé dans la mare. Hein? Oui, s'il n'avait pas surfé sur l'enthousiasme ou bien le travail qui a été fait pendant longtemps au Real, et il est arrivé, il y avait déjà une équipe, il y avait déjà des talents qui étaient là, qui voulaient, qui avaient l'ambition, qui avaient envie de jouer, de gagner, d'avoir des titres, de gagner des trophées, et il était arrivé à ce moment-là et il a accompagné l'équipe. Maintenant qu'il est arrivé à un moment où il doit maintenant prouver réellement qu'il est un grand entraîneur, on ne le retrouve pas, et c'est pourquoi je me demande si réellement Zidane a véritablement le niveau qu'on lui donnait, qu'on lui a donné jusque-là. Maintenant, c'est à lui de le prouver. On attend le Zidane sur ce coup. Mais moi, je pense que la saison est finie. Pour le Real. C'est-à-dire, pour moi, la saison... Pas de Liga, pas de Copa. Pas de Liga, pas de Copa, c'est fini. Ligue des Champions possible. C'est possible pour la Ligue des Champions. Comme l'a dit Annie il y a quelques minutes. Sur ces matchs-là, le Real est quand même capable, puisque le Real a quand même les joueurs qu'il faut, est capable sur un match, sur 2 matchs, de faire l'exploit face au Paris Saint-Germain, de passer. Mais est-ce que le Real pourra aller gagner la Ligue des Champions encore une fois? On verra bien. Et justement, Cristiano a lâché le mot. Il dit aujourd'hui la Ligue des Champions est la seule compétition qui nous reste. Il va falloir aller jusqu'au bout. Ezekiel? Oui. Le Real a battu, s'est imposé 7-1 en championnat. On se disait tous, le Real a retrouvé le chemin de la victoire, un soupçon de confiance. Ça veut dire que le Real revient, le Real est relancé. On a dit tout ça. Il y avait un fait marquant dans ce match. Oui. On a revu sur une pelouse la fameuse BBC. Cristiano, après 273 jours d'absence. Hein. Parce que le dernier match joué par ce trio, c'était face au FC Barcelone, on s'en souvient, le 19 avril. Match perdu justement par le Barça. Donc les 3 sont revenus, par le Real, j'allais dire. Les 3 sont revenus et le Real qui gagne. Alors, on sait que la seule compétition qui reste, ou les seules compétitions qui restent encore pour le Real, c'est la Copa et puis la Ligue européenne des champions. Et dans la foulée, Zidane qui décide quand même de laisser sur le banc Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Modric, Marcelo. Voilà, donc il a fait un turnover qui aujourd'hui lui a coûté la victoire ou la qualification. Alors, le seul responsable de cette élimination aujourd'hui, moi je pense bien que Zinedine Zidane, et il a pris ses responsabilités, je crois. C'est lui le responsable. Il l'a dit, il a dit qu'il assume. C'est normal. Qui a fait le turnover? C'est lui. Quand on a Cristiano, on a tous ces joueurs. Mais Nathil, si vous étiez à la place de Zidane, allez-vous faire le contraire, Ezekiel? On parle d'une coupe où le Real a gagné 1-0 à l'aller. Oui, mais ils vont jouer. Ils vont jouer parce qu'il n'y a que cette compétition pour sauver la saison du Real. En Ligue européenne des champions, quand même, rien n'est encore gagné, rien n'est encore joué, mais le Real qui est quand même en quart de finale, gagner ce match pour être en demi-finale et se rapprocher encore de ce titre, qui d'ailleurs est très cher aux Madrilènes. C'est la Coupe du Roi. Donc Zidane quand même a osé faire un turnover sauf que ça n'a pas marché. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est qui le responsable? On l'avait dit dans ce studio que c'est maintenant
que commence même le gros travail pour Zinedine Zidane. Après avoir gagné ces trophées-là, le Real qui arrive au sommet, maintenant il faut se maintenir à ce niveau-là. C'est ce qui devient difficile aujourd'hui pour Zidane. Et donc, ça fait 2 compétitions de perdues déjà. Il ne reste que la Ligue des Champions. Alors, attention. Oui, si vous permettez. Allez-y, Franck. Cette situation n'enlève rien, on va dire, au talent de Zinedine Zidane. On ne gagne pas tous ces trophées de façon fortuite. Vous vous souvenez, quand il est arrivé, le Real était en difficulté. Justement, parce que Rafa Benitez ne le faisait pas. Voilà, il a quand même réussi à redresser la barre, à remettre l'équipe sur la bonne voie. C'est quand même une situation qui arrive souvent lorsqu'on atteint un certain sommet. Et c'est comme si le Real a tout gagné, maintenant il faut redescendre pour reconstruire. Lorsque vous vous souvenez, Pep Guardiola au niveau de Manchester City l'année dernière a connu pratiquement la même chose, on se dit, mais avec son niveau, avec tout ce qu'il a fait au Barça, pourquoi n'a-t-il pas gagné le championnat tout de suite en Angleterre? Donc à un moment donné, il faut pouvoir passer également par ces genres de difficultés pour se remettre en cause. Peut-être Zidane, il était tout beau, il s'est dit, voilà. Il est beau dans son costume, voilà, de toute façon. Aujourd'hui, la difficulté est là, on l'attend et j'espère bien pour lui qu'il va se resservir pour redresser le Real. 2 secondes rapidement. Avant que Zidane n'arrive, c'est vrai, le Real avait des soucis, mais le coach qui était là, il était plutôt, c'est lui le patron, mais quand Zidane est arrivé, le Manitou, c'est le grand Manitou, mais quand Zidane est arrivé, il est arrivé peut-être en ami, son âge est peut-être plus proche des joueurs, donc je pense que ça a créé un électrochoc au niveau du groupe madrilène, parce que quand même ce sont des joueurs de qualité qu'on a dans cette équipe, ça on peut pas le refuser, donc ça a peut-être joué en faveur de Zinedine Zidane. Maintenant je pense qu'il va falloir s'affirmer encore plus techniquement, tactiquement j'allais dire dans les grands matchs, ce qui aujourd'hui ne marche pas forcément. C'est un peu compliqué pour la merengue, et on va s'intéresser à cette phrase de Zinedine Zidane. Il dit, c'est un coup très dur, je suis le responsable, c'est moi qui fais l'équipe, je me suis trompé à beaucoup d'égards. Et il dit, nous devons faire face tous ensemble pour nous relever. 2018 n'est pas encore terminé. Et on attend de voir si face à Valence, le Real va se relancer. On va s'intéresser au FC Barcelone qui a gagné 5-0 face au Betis Séville, mais ça a été également très dur pour les Catalans. Très dur, je pense, un score de 0-0 à la mi-temps. Et il paraît que Valverde, à la mi-temps, aurait dit à ses joueurs que le portier sévillan est un madrilène. D'où voilà quoi, la rébellion de cette formation Blaugrana. Mais voilà, c'est comme depuis des semaines déjà, le FC Barcelone qu'on maîtrise ses sujets. Voilà, avec un duo actuellement très très en forme. On l'a encore vu hier en Copa del Rey. Voilà, le Barça qui continue tout au moins de maintenir la distance créée entre lui et ses concurrents. Voilà quoi, je pense que le titre il est déjà joué. Et ça leur fait du bien. L'Atlético Madrid, Fifi, qui concède le nul 2-0 face à Gérone. L'Atlético Madrid aussi qui depuis le début de la saison ou bien depuis quelques jours essaie de revenir également. On se rappelle que depuis le début de la saison aussi c'était parfois la victoire, les matchs nuls et ce match là je pense que c'est à domicile. C'est à domicile, bien sûr. Et c'est quand même regrettable pour l'Atlético Madrid d'avoir perdu encore quelques points à domicile. Et voilà. Et le club de Retafe du Togolais Diène Daconan également fait un nul de 2-2 face à Bilbao. Retafe qui était mené et qui a dû revenir au score. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour Retafe, même si ils auraient aimé avoir les 3 points. Eibar fait 1-2 face à Malaga. 2-1 pour le Celta Vigo face à la Real Sociedad. Las Palmas, crucifie 2-1 Valence qui trébuche également au niveau de cette Liga espagnole, et puis le 3-0 du FC Séville face à l'Espagnol Barcelone. Et on s'intéresse au classement de la 20e journée. Barcelone est leader avec 54 points, l'Atlético Madrid suit avec 43 points, 40 points pour Valence 3e, et puis le Real Madrid est 4e avec 35 unités. À la 9e place nous retrouvons Retafe de Diène Daconan avec 27 points. À la 18e place Deportivo La Corogne
16 points. 19e, Las Palmas, 14 points. Et puis, Malaga en bon dernier. Malaga d'un certain Idriss Carlos Kameni, c'est ça, non? Oui. Ah oui, Malaga Malaga qui avait joué déjà, je pense, un quart de finale ou une demi-finale de Ligue des Champions sous un certain Manuel Pellegrini. Si on ne se trompe pas. C'est là on a découvert un certain Isco. Oui, qui est aujourd'hui du côté du Real Madrid. Au classement des buteurs, nous avons Lionel Andrés Messi, 19 buts, 15 pour Luis Suarez et puis 12 pour Iago Aspas du Celta Vigo. Le premier africain, ce n'est plus Cédric Bakambu qui a quitté la Liga pour la Chine, mais c'est plutôt Wissam Ben Yedder. Et on va s'intéresser à la 21e journée de la Liga Espagnole qui commence ce vendredi avec Atlético Bilbao face à Eibar. Samedi, nous aurons les rencontres Deportivo La Coruña, Levante, Valence, Real Madrid, Malaga, Gérone, Villarreal, à la Real Sociedad. Et puis dimanche, Barcelone face à Alaves, Atlético Madrid, Las Palmas. Et puis en clôture lundi, le Celta Vigo face au Betis Séville. C'est fini pour la Liga. Cette fois-ci, nous prenons la route de... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et nous ouvrons la page Bundesliga avec vous, Franck Nounyama. Oui, on jouait donc la 19e journée. C'était il y a une semaine. Ça commençait avec le match Hertha Berlin-Borussia Dortmund. Oui. À l'arrivée, un but partout entre les deux clubs pour les jaunets noirs. Shinji Kagawa, le japonais, a marqué. Hoffenheim a perdu sur ses installations. Un but contre 4 face au Bayer Leverkusen. Mayence-Stuttgart. Mayence domine Stuttgart 3-2 avec un doublé de Yoshinori Muto. Wolfsburg a perdu à domicile devant Francfort, un but contre 3. Mönchengladbach a dominé Augsbourg 2-0. Torgen Hazard a marqué pour le Borussia. C'est le jeune frère d'Eden. Fribourg 2, Leipzig 1. Timo Werner, l'international allemand, a marqué pour le seul but de Leipzig. Hambourg a perdu face à Cologne 2-0. 2-0, ça fait du bien à Cologne, mais qui ne bouge pas de son classement. On verra ça tout à l'heure. Le Bayern s'est promené devant le Werder 4-2 avec un doublé de Thomas Müller et un autre de Robert Lewandowski. Schalke, Hanovre 96 du Togolais Iles Bebou. Il n'y a pas eu de vainqueur dans ce match. Un but partout à l'arrivée. Au total, 31 buts ont été marqués. C'est la deuxième journée la plus prolifique en but après la 17e journée qui avait totalisé 36 buts, soit une moyenne de 3,4 buts par match. 7 victoires, dont 3 à l'extérieur. Lorsqu'on revoit un peu le classement, après cette 19e journée, on a le Bayern naturellement en tête avec 47 points. Et deuxième, le Bayer Leverkusen, 31 points. 3 clubs suivent avec 31 points. Schalke, Leipzig, Mönchengladbach pour boucler le top 5. Au bas de tableau, on retrouve à la 14e position Stuttgart, 20 points. 15e Mayence, 20 points aussi. 16e Werder, 16 points. 17e Hambourg, 15 points. Et puis Cologne, 18e, 12 points. Et les buteurs, Robert Lewandowski, qui se détache peu à peu, puisque vous savez, vous connaissez la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, qui ne joue plus. Doit-il partir? Doit-il rester? Tout cela se discute actuellement. Donc, Robert Lewandowski est à 17 buts. Aubameyang est à 13 buts maintenant. Troisième, Alfred Finnbogason, le joueur d'Augsbourg, qui totalise 11 buts. La meilleure défense n'est autre que celle du Bayern de Munich, avec 14 buts encaissés en 19 journées, et la meilleure attaque également, 44 buts marqués en 19 journées. On parlait un peu des difficultés justement, de Hambourg, de Werder, de Cologne. Vous savez, c'est de petits clubs, on va dire. Lorsque vous voyez un peu l'histoire de ces trois clubs, ils n'ont pas trop marqué la on va commencer d'abord avec le Werder. Werder qui a été champion d'Allemagne en 2004. Oui, c'est la dernière fois d'ailleurs. Qui a joué la Ligue des Champions plusieurs fois. Un club qui a fini 3e en 2005, 2e en 2006, 3e en 2007. Et de 2010 à ce jour, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. On sait qu'il y avait des joueurs comme Mesut Özil qui sont passés par là. Et à l'époque, le club était à un niveau assez intéressant. Ça s'explique Miroslav Klose. Ça s'explique d'ailleurs par ce titre entre 2003-2004, le dernier titre qu'ils ont gagné. Lorsque vous avez joué 19
19 matchs, vous avez que 3 victoires, 7 nuls et puis 9 défaites. Oui. Vous ne pouvez que vous retrouver à la 16e position. Donc aujourd'hui, je crois que cette équipe ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Oui. Et voilà, on va essayer quand même de revoir les choses avec l'entraîneur Florian Kofeld. Ça ne marche du tout pas. Ils sont 16e aujourd'hui. Un club créé en 1899, parce que ça reste quand même... Ah oui, la même date que celle du FC Barcelone. Oui, mais Werder aujourd'hui n'est plus le Werder d'il y a une quinzaine d'années. C'est vrai. Il faut peut-être trouver des moyens pour se mettre au niveau des autres, forcément. Sinon, voilà. On parle également des moyens à ce niveau, parce Oui. qu'il paraît qu'au niveau de la formation également, dans ce club, que ça ne va pas fort, puisqu'il n'y a pas assez de moyens. Et quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire la formation, on ne peut pas avoir un très bon effectif également. Et donc, automatiquement, l'équipe première en souffre. Et maintenant, comme l'a dit Franck, il faut aller à la recherche des moyens pour sauver. Le football, maintenant, ce sont les moyens. Je suis sûr que les 3 clubs qui sont en bas là, il manque cruellement de moyens. Si vous voulez faire le football et être au haut niveau aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Il faut, pour ces clubs-là, d'aller chercher les moyens. Oui, je pense que les Allemands, ce ne sont pas tant que les moyens qu'ils en manquent. Parce qu'on a vu que c'était un championnat très sain. La santé économique, elle est là. Le problème des Allemands, c'est qu'ils sont un peu xénophobes, à mon avis. C'est-à-dire ils ne veulent pas trop aller chercher les étrangers, voilà, pour venir booster leur championnat. Parce que c'est des gens un peu... Voilà quoi, j'aimerais pas lâcher certains mots. Non, lorsque vous prenez la Bundesliga, il y a tellement d'étrangers. Non, mais ce n'est que ces dernières années qu'ils sont habitués à ces choses-là, et encore d'une façon un peu limitée. Quand vous prenez par exemple l'Angleterre, vous prenez une équipe anglaise qui affiche carrément pas d'anglais. Voilà, d'anglais, ça veut dire beaucoup de choses. Ezekiel voulait dire quelque chose par rapport à cet aspect-là. Je pense que les clubs anglais ont adopté une politique. Les clubs allemands ont adopté une politique économique où les caisses doivent être, il doit pas avoir de déficit. Alors, on peut pas prendre de l'argent pour aller chercher les gros joueurs et être endetté. Donc, naturellement, on préfère faire appel aux joueurs des centres de formation. Et ce qui fait que dans ces clubs, on a assez d'Allemands, mais ça ne donne pas forcément les résultats, puisque les clubs plus huppés ou qui sont plus à l'aise financièrement font venir des grands joueurs. Oui, donc quand on prend le Bayern, on prend le Borussia, Leipzig, ce sont des clubs qui font venir les grands, les meilleurs. Donc forcément, c'est difficile pour les autres de rivaliser avec ces clubs-là. Ça s'explique, ça se comprend. Maintenant, c'est une question de formation. Oui, on forme, mais dans notre centre, quel type de joueurs on forme? Est-ce qu'on a les meilleurs dans notre centre? Dans tous les compartiments? Voilà, c'est là la grosse interrogation, et c'est ce qui n'avantage pas aujourd'hui ces clubs-là. C'est vrai, ils ont de l'argent pour acheter quand même des joueurs, disons, à 15-20 millions. Mais Sud-américains, oui, partout. voilà, mais on ne doit pas avoir de dette au niveau de ces clubs-là. Donc, les caisses sont pleines. Mais sur le terrain, on n'a pas les meilleurs. On rappelle, on parle sous votre contrôle, Franck Lunyama, que la Bundesliga, c'est le championnat d'abord le plus simple. Puis à chaque match de championnat, tous les stades sont pleins. Voilà ce qui fait d'ailleurs la force de ce championnat. Ils sont bien financièrement, économiquement. Et comme Ezekiel le disait il y a quelques instants, on ne fait pas de folie, forcément, pour aller chercher les stars. Voilà, non, c'est maintenant qu'ils commencent peu à peu à dépenser au-delà de 30-40 millions pour faire venir des joueurs. Mais on tient beaucoup à la stabilité économique et puis on va dire à la promotion des joueurs allemands. Une question, Franck, pour terminer sur le sujet. Est-ce que le fait de faire la promotion des jeunes, ça ne dessert pas également les clubs allemands au niveau de la Ligue des Champions? Il n'y a que le Bayern cette année au niveau, par exemple, des huitièmes de finale. Oui, il faut dire quand même que la comparaison, elle est là. Le Bayern qui a tellement de moyens par rapport aux autres. La formation, c'est vrai, on en parle, mais lorsque vous voyez un peu tous les clubs allemands, ce ne sont pas tous qui sont vraiment ancrés dedans. On a parlé de moyens. Lorsque vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas mettre en place des centres, des jeunes pour espérer avoir un grand joueur demain. Je crois que seul le Bayern, le Borussia, Leipzig aujourd'hui sont en train, en plein dedans pour avoir des joueurs de demain. Donc il y a même une école au niveau du Bayern qui formait les Neymar, puis les Cristiano et autres. demain. Oui, on voit aujourd'hui seul le Bayern. Je crois
qu'ils ont mis les moyens. Maintenant, il faut que les autres suivent. Exactement. Pour qu'ils que ça ne soit pas le Bayern seul au monde. Voilà, qu'il n'y ait pas trop d'écart, parce que là, ça va desservir la Bundesliga. On dira le Bayern à part et les autres qui viennent. Ce n'est pas bien pour le spectacle. En fait. Aujourd'hui, il n'y a pas des stars au niveau de la Bundesliga. Mais les stars sont au Bayern. Hein. Oui, justement, il n'y a que le Bayern qui a les stars, peut-être le Borussia Dortmund un peu, mais la Mannschaft va très bien. Oui, ça c'est vrai. C'est ce qu'il explique justement. On a de ces joueurs-là qui jouent ensemble au niveau des différentes catégories qu'on lance après dans le championnat. Les U17, les U20 voilà, et après on les lance dans la Bundesliga. Et donc, ce qui permet à la Mannschaft, à l'équipe nationale d'être au sommet. Même si au niveau de la Ligue européenne des champions, il n'y a que le Bayern. Le football allemand va très 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 bien. Nous parlons quand même de l'Allemagne qui est champion du monde en titre et surtout qui a remporté la dernière fois la Coupe des Confédérations. La prochaine journée, la 20e journée, on aura Francfort-Mönchengladbach, le Bayern qui va recevoir Hoffenheim, Stuttgart joue contre Schalke 04, Dortmund-Fribourg, Leipzig-Hambourg, Cologne va recevoir Augsbourg, Werder Bremen contre Hertha Berlin, le Bayer Leverkusen joue contre Mayence et puis Hanovre du Togolais Illas Bebou qui donne rendez-vous à Wolfsburg. Vielen Dank, Herr Nunyama. On se dit bis bald. English Premier League News. 10h05 en direct du studio Messanyamé. Vous suivez l'émission Plateau Foot Europe et cette fois-ci, nous ouvrons la page de la Première Ligue anglaise avec Mr. Armel Ouaba. Et on jouait le 24e chapitre de cet exercice 2017-2018 avec un déplacement, celui de Chelsea sur la pelouse. Le champion en titre, voilà. Sur la pelouse de Brighton. Eh bien, les Blues n'ont pas fait dans la dentelle. Absolument. Voilà. 4 buts, un doublé plutôt, ou si vous voulez, 2 buts d'Eden Hazard. Bon, vous en parlez, oui. Willian aussi a marqué, Victor Moses, l'Africain, a clôturé le bal, mais il faut noter que c'était le 101e but d'Hazard, d'Eden Hazard en professionnel. C'est bien, ça. Et quand on lui pose la question, quel était son sentiment, il répond It's simply my job. Ok. Voilà. C'est simplement mon travail. Mon travail, voilà. Ah oui, j'ai pas loupé mes cours d'anglais. Manchester United, service minimum, celui grâce à Anthony Martial. C'était aussi un déplacement. Fantastique but. Fantastique but. En plein lucarne. En plein lucarne. Il avait déjà marqué aussi la journée précédente, voilà. Arsenal aussi, là où également on a retrouvé de bonnes choses, des combinaisons vraiment de très haut niveau, aussi Alessandro Lacazette pour finalement déboucher sur un score de 4-1, c'était face à Crystal Palace. Leicester de Claude Puel s'impose à domicile 2-0 face à Watford. Il faut descendre un peu en bas pour voir la victoire, sinon le réveil de Manchester City face à Newcastle United 3-1 avec un triplé de l'Argentin. Sergio Kun Aguero. Southampton contraint Tottenham à un nul embarrassant, vraiment embarrassant pour les hommes de Mauricio Pochettino. Un but partout. Et puis, je le disais la dernière fois, c'était peut-être un choc. Swansea qui attendait de pied ferme Liverpool qui sortait d'une performance incroyable face à Manchester City. Eh bien, les Reds ont été tout simplement été battu, épinglé par l'équipe galloise de Jordan Ayew, 1-0. Mais il faut dire que la malchance a également s'est fait ressentir du côté des Reds avec Firmino qui rate une occasion toute faite à la dernière minute. N'empêche que Liverpool sort de ce match, voilà, on dira que c'est la fatigue du côté de Mané, de Salah. On sait le gros match qu'ils ont livré. Peu importe. Vous jouez un match, vous gagnez, après c'est la fatigue. Ah oui, c'est la première ligue. Au classement, City reste toujours leader. Bien sûr, on a les 6 équipes du championnat. City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal. La 7e place de Leicester. Et on ne va pas cesser. C'est une nette progression. Une nette progression avec le français. Entre Everton 9e et Southampton 18e, il n'y a que 6 points. Attention.
Everton en a 28, Southampton 22. Et puis West Bromwich Albion et Swansea ferment la marche respectivement avec 20 points, moins 12 et 20 points, moins 20, excusez-moi. Oui. Harry Kane, meilleur buteur, 21 buts en 23. Attention, Mohamed Salah commence à être distancé par le prince Harry. 18 buts en 23 matchs. C'est joué à Goro pour fermer le top 3. 16 buts en 19 matchs. Le premier français, c'est Alessandro Lacazette. Dire qu'il a été payé pour marquer des buts. Pour le moment, il enregistre 9 en 22 matchs. La prochaine journée... Eh bien, monsieur, je ne serai pas en Angleterre ce week-end. Oui, c'est vrai, il n'y a pas match de championnat. Voilà, j'irai le lundi pour voir la 25e journée. C'est bon. De toutes les manières, on vous fait, vous nous faites cadeau de ce week-end. Attendez, quand même, on a réussi à Nîmes. Donc, on se déplace. Je serai en Angleterre pour suivre les 3 matchs, Swansea, Arsenal, West Ham, Crystal Palace, Huddersfield, Liverpool. Oui. Le gros match de cette 25e journée, c'est bien sûr Tottenham qui va accueillir mercredi Manchester United. Manchester City, l'autre équipe de Manchester, va recevoir West Bromwich Albion. Tottenham United, Tottenham qui déçoit depuis il faut préciser bon moment, le transfert d'Alexis Sanchez. On en parle, on enchaîne en même temps. Voilà. Franck Lunyama, l'arrivée d'Alexis Sanchez à United, ça donne quoi? Oui, on dira que l'attaque est déjà pleine, mais je pense que le Chilien, avec son profil, pourra se trouver un trou et s'exprimer. On ne l'a pas payé à ce prix pour qu'il reste sur le banc. D'ailleurs, il est le mieux payé de ce championnat-là, avec pratiquement, on va dire, 400 000 euros par semaine. Mais faites un peu le calcul pour voir ce que ça donne en CFA par semaine. Donc, je pense qu'avec sa vivacité, son profil, sa vitesse, il peut quand même apporter au club de José Mourinho, qui prolonge d'ailleurs jusqu'en 2020. Ah oui, Mourinho qui est prolongé jusqu'en 2020. Ah ben ça veut dire que... Oui, moi je suis quand même un peu déçu par l'attitude de ces joueurs-là qui à chaque fois dit... Lequel cette attitude selon laquelle... Vous parlez de quel joueur? Des joueurs en général. Et puis d'Alexis Sanchez la dernière fois, il disait c'est mon rêve. Hein. Un petit souci... C'est mon rêve. Allez-y, Armel. Sanchez qui disait c'est mon rêve de jouer à Manchester United, je l'avais depuis l'enfance. Oui. J'ai fait un peu les recherches quand il était transféré d'Udinese à Barcelone. Il a dit exactement la même chose. C'est mon rêve de jouer à Barcelone. Depuis tout petit de jouer à Barcelone. C'est une forme de communication. Aujourd'hui, monsieur, votre rêve. Il a plusieurs clubs de rêve. Il a plusieurs clubs de rêve. Voilà, monsieur, votre rêve aujourd'hui, c'est d'être à PFE. C'est la communication. Un mot là-dessus et puis on passe à autre chose. Non, mais Alexis Sanchez, je pense qu'il avait même donné son accord de principe pour prolonger avec Arsenal. Mais je pense que tout est parti de la défaite d'Arsenal au Bayern en février 2017 où Arsenal a été battu 5 buts à 1 et c'est de là où il a décidé de ne plus prolonger. Et donc les problèmes ont commencé avec les dirigeants d'Arsenal. Finalement, je pense qu'il quitte Arsenal pour un rival, Manchester United. Un gros rival. Hein. Oui. Ça nous rappelle... vous imaginez United Arsenal les prochaines fois? Oui, ça nous rappelle un peu l'épisode de Van Persie en 2012 qui avait quitté Arsenal pour United. Donc pour remporter le championnat. Et puis à 28 ans. C'est bon, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Et puis à 28 ans, je crois que Sanchez aussi a envie de gagner des trophées. Oui, et avec Arsenal, c'est difficile de gagner. Après cette défaite au Bayern, je pense qu'il a compris qu'il ne pourra pas gagner de gros trophées avec les Gunners. Donc il a opté pour un club plus huppé, plus ambitieux. Voilà, il a quand même fait de belles choses avec Arsenal, il faut le noter. Il a quand même marqué 80 buts avec une quarantaine de passes décisives, de Community Shield. Voilà. Donc au palmarès, le palmarès n'est pas reluisant quand même, faut le reconnaître. Mais voilà, il aura la lourde responsabilité de porter ce dossard 7 à Manchester United. Ce dossard, on sait ce que ça représente quand même. Les Beckham, Cantona, Cristiano Ronaldo.
Il y en a qui, Valencia, quand il est arrivé à même Michael Owen a porté le 7, bien sûr, ça n'a rien donné. À un moment, même Nani l'a récupéré juste après le départ. Quand Valencia, il a remis le 17. Quand Valencia est arrivé à Manchester United, on lui a remis le dossard 7. Oui, juste après une saison, lui-même, il a cédé, il a dit c'est trop lourd à porter. Après, on a vu d'autres joueurs qui l'ont porté. Di Maria, il est arrivé à Manchester United, il a porté le 7. Ça a été quand même. Memphis aussi. Memphis de paille. Il a porté le dossard 7 et c'était tellement lourd qu'il n'a marqué que 7 buts en 18 mois avec. Intéressant. Bon à savoir. Thank you very much, Mr. Armel. Et cette fois-ci, on va faire un petit débat. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Et dans le débat de ce jour, nous nous intéressons à cette nouvelle compétition créée, Franck Nouyama, par l'UEFA. Nous parlons de la Ligue des Nations. On regroupe des équipes dans des ligues, on joue des matchs. C'est quoi exactement la Ligue des Nations? Il y a la Ligue des Champions au niveau des clubs, c'est la Ligue des Champions au niveau des nations. Ah voilà. Si on peut le dire ainsi. Plus simplement, je pense que c'est une nouvelle trouvaille de l'UEFA qui met en compétition ces 55 pays, les 55 pays affiliés à des degrés différents. Vous savez que dans ce classement, il y a des pays, des nations comme l'Allemagne, comme la France, qui sont au-dessus des autres. Donc on a fait des classements et ça a permis d'avoir des groupes. Par exemple, lorsque vous prenez le groupe A, par exemple, où se retrouvent la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui auront quand même l'occasion de débuter la compétition en septembre prochain. Il faut rappeler également que c'est une compétition qui vient un peu remplacer les matchs amicaux, qui sont parfois difficiles à négocier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de matchs amicaux au niveau des Européens, mais cette Ligue des Nations permettra aux sélections d'avoir, on va dire, plus d'occasions de jouer et des droits télé, naturellement, qui vont augmenter forcément pour ces pays-là et l'UEFA. Donc, on va commencer en septembre avec la Ligue A, qui regroupe par exemple la France, l'Allemagne, qui sont au-dessus des autres. Et puis, il y a une autre phase qui va se jouer avec les demi-finales et finales en 2019. Et là, après, lorsque vous êtes dans la Ligue A, vous ne faites pas de bonnes performances, vous êtes relégué à un niveau inférieur. Et là, d'autres qui ont fait, on va dire, un bon chemin, par exemple dans la Ligue B, vont remonter pour compléter le groupe A. Donc, c'est un peu comme ça reste un peu compliqué, difficile, un peu compliqué, mais on voit que les Européens ont un niveau d'organisation assez intéressant, même si parfois on dit qu'il y a trop de matchs à ce niveau. Donc, voilà. J'ai oublié d'ajouter qu'il y aura 4 places pour l'Euro. Oui, justement, allez-y. 2020, on va décerner 4 places pour l'Euro 2020 à l'issue de cette compétition. Qui permettra aux petits pays quand même de rêver d'une qualification pour cette prestigieuse compétition européenne. Des pays comme le Luxembourg, pourquoi Liechtenstein, Gibraltar, Andorre ne va plus dormir. Voilà, c'est tout. Oui, moi je reste un peu. C'est trop de matchs. Moi je trouve que c'est trop de matchs. Qu'on a bien fait bien calculer les choses parce qu'il y aura les championnats, il y aura la Ligue des Champions, il y aura les éliminatoires. Bien sûr, Coupe du Monde, Euro. Coupe du Monde, Euro, et en même temps il y aura la Coupe du Monde et tout ça. Est-ce qu'on a fait bien les calculs Oui, c'est fait pour des années internationales où il n'y a pas de compétition. Par exemple, en 2021, 2023, vous savez que le mondial c'est en 2022. En 2021, on peut pouvoir. Ça va se jouer chaque 2 ans. Donc, ok, d'accord. Donc, en 2019. 2021. Non, ça commence en septembre. Oui, ça dit tout juste après la Coupe du Monde, il y aura la reprise des championnats et en même temps on reprend avec tout ça. Maintenant, la question est de savoir, on sait très bien que les sélections sont composées des meilleurs joueurs du moment.
est-ce qu'on va aller chercher ses meilleurs joueurs ou on va prendre des joueurs de pacotille? Oui, mais comme il y aura des places qualificatives pour l'Euro, donc je pense que les pays qui veulent passer par cette Ligue des Nations pour se qualifier vont forcément faire appel à leurs meilleurs joueurs. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas de conflit entre les clubs et les sélections? C'est là la grosse interrogation. Parce que les clubs aujourd'hui éjectent assez d'argent pour permettre à ces joueurs-là de les servir, si on peut le dire aussi. Donc, on ne va pas débourser autant d'argent pour qu'après ces joueurs se blessent parce qu'ils sont allés en sélection, où ils jouent trop de matchs en sélection, où ils se fatiguent et ils n'arriveront pas à apporter ce qu'il faut à ces clubs-là. Donc, je pense que c'est là la question. Mais ils ont quand même fait leur calcul pour que ça se joue chaque 2 ans lorsqu'il n'y aura pas d'Euro ou de Coupe du Monde, puisqu'il n'y aura même pas il y aura plus les matchs amicaux. Oui, donc c'est cette compétition qui va remplacer maintenant les matchs amicaux au niveau des sélections, et la FIFA qui pense même à ramener cette compétition au niveau mondial. Oui, donc la Coupe du Monde des Nations. On attend de voir. Et Franck a lâché le mot tout à l'heure, affaire de business, de droit télé. Oui, donc, du côté de l'UEFA, on réfléchit à avoir toujours de l'argent. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est la mafia, quoi. C'est la mafia dans le bon sens du terme. Voilà. Mais ce que moi je note, c'est que l'initiateur de ce projet-là, il n'est plus au poste. Il est plus au Michel Platini. Donc voilà, un clin d'œil à Michel. Qui continue pas à se battre. Il est en train il veut revenir. Il ne lâche rien. Enough is enough. Cette phrase lui a coûté toute une vie aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on peut comprendre concernant la Ligue des Nations. Moi, ce que Ezekiel veut ajouter un dernier complément, c'est parfait. On va quand même revenir là-dessus et éclairer beaucoup plus la lanterne de nos auditeurs. Et cette fois-ci, on va ouvrir une autre rubrique, celle du terme sportif. Franck Nouyama, il y a un terme où on parle de centre américain. Un contrôle américain. Y a-t-il un contrôle français? Bon, c'est un thème pour, on va dire que le contrôle a été raté, a été mal fait. Vous savez, en football, on dit tout est dans le contrôle. Et on dit contrôle américain, et ça se rapproche aux États-Unis parce que l'opinion estime qu'en 90, les États-Unis n'étaient pas au sommet en matière de football. Ils s'essayent et là, ils font des ratés. Lorsque vous ratez votre contrôle, on fait référence, on dit contrôle américain. Comprenez tout simplement que c'est un contrôle raté, parfois même dévissé. Donc pour faire un peu, on va dire, pour titiller un peu les Américains. Mais depuis un long moment, ce terme n'est plus d'actualité, mais ça reste quand même dans le vocabulaire footballistique pour faire référence à ceux qui ratent les contrôles au cours d'un match, par exemple. Donc, c'est juste ça. Lorsqu'on parle de contrôle américain, c'est un contrôle raté. Un contrôle, un ballon qu'on reçoit, et le ballon se retrouve à 10 mètres du joueur. C'est quand même assez cocasse. Vous connaissez un spécialiste des contrôles américains? Éclairer notre lanterne, Ezekiel. C'est une question. Je ne vais pas donner son nom. On en parle en off. Voilà. C'est bien noté. On va pas faire des jaloux. Les joueurs qui ratent leur contrôle, ça peut arriver dans un match. Steven Gerrard, qui lui a coûté le titre. Face à Chelsea. Il rate le contrôle et il glisse derrière. Vous êtes méchant, Arbel Waba. Non, je l'aime bien, c'est mon joueur. C'était un contrôle américain, mais il n'est pas spécialiste. Merci beaucoup, Franck Nouyama, pour le terme sportif. On parlait tout à l'heure de contrôle américain. Et cette fois-ci, on va faire le tour de table pour parler du top 3 africain. On va voir ces Africains-là qui se sont illustrés sur les pelouses de football. On vous donne la palme d'or, Fifia Sobavi, votre top 3. Top 3, je pense à Moussa Konaté d'Amiens. Oui. Le Sénégalais qui porte Amiens ces temps-ci et qui marque beaucoup pour Amiens. Et un clin d'œil également à Victor Moses, avec Chelsea. Et pour finir, je vais penser à qui peut-être, je crois que
Les Africains ont été muets. Ce week-end. Vous n'avez pas aimé le but de Bertrand Traoré? Voilà, peut-être Traoré avec Lyon en coup de France qui élimine Monaco. Oui. Voilà. Franck Munyama, votre top 3 Africa? Difficile d'avoir un top 3 ce week-end. Moi, le but de Bertrand Traoré. Oui, ça c'est à saluer. Permet quand même de le placer en tête. Victor Moses qui justement flambe au niveau de Chelsea. Maintenant, le troisième, c'est un peu compliqué. J'ai 2 Africains. C'est mieux que 0. Ezekiel Ayataï? Oui, mon top 3, c'est Bertrand Traoré. Oui. Au 2, Bertrand Traoré. Au 3. Et au 3, Victor Moses. Intéressant. Vous le faites rappeler quelque chose. Les compos des matchs. Oui, Bertrand et Moses, le 3, on verra la semaine prochaine. Oui, mais un clin d'œil à Clinton Ndiaye qui fait du bien à cette formation de l'Olympique de Marseille, ça c'est clair. Et on s'achemine vers la fin de ce 476e numéro. Nous n'allons pas partir sans faire un clin d'œil aux inconditionnels et aux bien-aimés. Fifi Asogbavi, on revient encore à vous une fois. Coucou spécial à Zarif, le madrilène. Voilà, on ne lit plus sur la plateforme. Bien sûr. Vous avez de ces nouvelles? Oui, en interne. Ou bien c'est parce que la Casablanca ne va pas. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Il est très souvent. Du courage, Zarif. On espère que les matchs à venir vous feront quand même du bien. Oui. Et je pense à Léonce également. Je pense à qui encore? Qui va très bien comme le Barça. Je pense à tous les fans de cette émission. Ezekiel Ayataï? Oui, mon premier coucou ira à Dagan la Madrilène. Oui. On doit passer bonjour Dagan. Qui doit être dans le tourment. Dagan, faut pas écouter Ezekiel, laisse-le là-bas. Un coucou à Ben le Catalan, à Faumet le Barcelonais de Anoukopé. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent du côté de Descamps, Papzini, Santini, Coretti et Vincent et tous les autres, sans oublier ceux qui sont du côté de Didiolé, Elliot Mablé, Manu Akwete, toute l'équipe de Diesel FC et l'équipe de Mouzou FC également. Bonjour également à Rachid Alassani, à Tcha Bilasma. Super, c'est parfait, c'est bon. Armel Waba? Solidarité oblige, je fais un clin d'œil à un fan du Real, Magloire Teko Kenvi, qui a pour formule: le lion n'est pas mort, il dort. Pour passer ce moment difficile-là, on espère qu'il va se réveiller. Et puis, coucou à Neftali Lady Messan, un ami de la France qui est aussi journaliste actuellement. Voilà, coucou à toi. On va également se tourner du côté de Franck Munyama, Friends. Bonjour à Esther, bonjour à Gloria, bonjour à Kenneth, Daniel, Pascal Munyama qui suivent cette émission. Bonjour à Innocent le taximan, One Love le Barcelonais, Paco Koumi, bonjour. Et bonjour à l'honorable Joseph Akoda qui suit également cette émission. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et à bientôt. Bonjour également à Benoît Nousoukoué, nous n'oublions pas Sewa, Julien Wolfi, Tao, Augustin, Gordo, Joël Aïe également. Nous disons bonjour à Evelyne Benyedi, à Sikarovi, à Léonce Gbati, Yvette Clousset également, sans oublier Ibro Mustafa Ben Ayassou. Oui, Ezekiel? Oui, un coucou à Maussi Moncho. Maussi Moncho. Ah oui, il y a un rapport avec l'artiste Non. Non? Non? Okay. Bonjour à Cédo Foudou. Il doit être le madrilène. Il ne doit pas être bien. Non, pas du Jules Gamigo. Aujourd'hui, il n'a pas pu me saluer. Bonjour à Jules, bonjour à Cédou, bonjour à Latif également. Oui, il ne faut pas oublier les madrilènes de la maison. Juanita Blavotri également. Bonjour à Anas, lui il est en forme. Il est barcelonais. Et l'homme, on ne connaît pas sa couleur. Il est madrilène. Regarde son visage, tu sauras sa couleur. C'est pour ça la caméra tremble. Bonjour à toi Elon, merci pour le travail abattu tous les vendredis. On ne cessera jamais de le dire. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la page web. Spécial à Rémi Ngono.
Ah oui, justement. La page web de la radio, le www.radiosportfmtg.com. Merci surtout à vous, chers spécialistes. Angelo, il faut l'avoir aussi. Merci beaucoup. On doit l'avoir. Pourquoi pas? Ouais. On va y penser. On va y penser. Surtout ces temps. Merci Franck Lunyama. Ça a été un plaisir. Merci Ezekiel. Un plaisir d'être là. Merci également à toi, Fifi. Plaisir d'avoir eu Annie Gasnier dans cette émission. Ah oui, ça a été un plaisir. Ouais. Merci également à toi. Oui, c'est moi. Armel Waba. Merci aussi. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir prêté une oreille si attentive. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec la même bonne humeur. Oui, merci à toi également. Oui, Anas Puissant Mogo. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Très bon vendredi à toutes et à tous sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot.